Nous avons avec nous ces personnes qui vont débattre d'une question très importante parce que tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, à savoir sur le caractère urgent de ces questions liées à la mer, ces questions sont très intéressantes, très importantes et je pense qu'il est très important de voir tout cela, l'impact que cela a dans le quotidien des gens parce que en réalité, la façon dont nous utilisons les océans comme le sol et l'air est le résultat de procédures que nous mettons en œuvre pour vivre. Nous avons choisi des voies peut-être erronées. Éventuellement, nous faisons des actions qui détruisent l'environnement, mais c'est notre façon de vivre et de survivre. Quand nous arrivons à la dernière chaîne, au dernier maillon de la chaîne, ceux qui vivent d'une certaine activité, ces personnes ont des difficultés et il est difficile de trouver les politiques nécessaires pour que ces personnes puissent continuer leur vie et s'assurer les revenus nécessaires. D'ailleurs, c'était le thème du court-métrage que nous avons vu. Nous avons avec nous Monsieur Olivier Rollinger, qui est le chef et le créateur du concours Olivier Rollinger, qui est destiné aux jeunes chefs, qui a été mentionné donc dans ce court-métrage et qui s'adresse à des jeunes chefs qui contribuent à la protection des ressources maritimes et qui choisissent de cuisiner avec des espèces non menacées. J'aimerais, à l'issue de votre intervention, que vous nous disiez comment est-ce qu'ils apprennent ces espèces non menacées? Comment est-ce que ils peuvent se familiariser avec ces espèces, avec ces connaissances, hein, ces chefs donc? Nous avons aussi avec nous Monsieur Lefteris Arapakis, qui est le créateur et le directeur donc de la première école de pêche professionnelle Enalia. Nous l'avons vu dans le court-métrage et qui a reçu un prix de la part de l'ONU et il fait un travail très difficile avec ces gens dont, pour lesquels ces mesures ont une influence sur leurs revenus et aussi la non-application de ces mesures a un impact sur leurs revenus, mais ça, on le reconnaît après coup et on le comprend après coup. Et nous avons avec nous aussi Jean-Marie Hoffman, qui est le chef de cuisine de l'ambassade de France en Grèce et qui est né en Grèce, qui a donc cette double casquette, cette double qualité, c'est une de patrie, je dirais. Et c'est un chef qui a été récompensé. Et en tant que chef de l'ambassade de France, cette personne donc est confrontée à plusieurs questions, à savoir comment cuisiner avec, de manière à respecter la matière première et pouvoir aussi faire face, répondre aux exigences des invités. Je commencerai donc par Monsieur Olivier Rollinger, qui nous dira 2 mots sur ce concours et ce que signifie ce concours. Monsieur l'ambassadeur, pardon. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'Institut, monsieur Olivier Provodorvor, représentant l'océan au nom de la République française, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous dans cette ville historique qui incarne plus que la mer, mais qui incarne notre civilisation. Et pour la première fois, je sais que ce concours, c'était sa 3e édition. C'est un concours qui existe depuis maintenant 12 ans, qui a commencé en France, grâce à l'énergie permanente
d'une femme qui est ici présente et que j'aimerais que nous applaudissions, qui est Isabelle Vallée, avec de tout petits moyens, qui depuis des années, mène ce combat. Un combat qui n'est pas agressif. Nous rappelons toujours que par rapport à ces enjeux de l'océan, nous sommes tous responsables parce que nous sommes tous des prédateurs. Et il ne s'agit pas de pointer du doigt les pêcheurs ou les marailleurs ou les cuisiniers ou chacun d'entre nous lorsque depuis des générations et des générations nous préparons ces fameux produits de la mer. Alors, de quelle manière, avec beaucoup d'humilité, nous, les cuisiniers, nous pourrions tenter, non pas de déclarer, non pas de dire « il faudrait, il y a qu'à », mais comment dans nos cuisines, nous pourrions faire évoluer les choses pour qu'avant tout, la première espèce qui est en danger puisse être maintenue. Je veux parler des pêcheurs. La première espèce en danger, ce sont les pêcheurs. Et moi qui suis né dans ce petit port de Cancale, lorsque j'étais enfant, il y avait près d'une quarantaine de bateaux de pêche. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et ils ramènent de moins en moins de poissons. Je suis allé ce matin sur le marché de poissons d'Athènes. Je suis revenu choqué. Un peu ce même choc lorsque j'étais allé sur la criée de Sète, où je trouvais des lottes qui faisaient la taille des sardines. Eh bien, aujourd'hui, je sais si ces mers ici étaient poissonneuses. Elles ont nourri l'ensemble de ce cœur de la Méditerranée. Et là, on trouve en majorité des poissons d'élevage, en particulier du bar, en particulier des dorades. Et on trouve des thons qui peuvent être presque un peu plus gros que des maquereaux. C'est catastrophique. Quelques encornets, 2-3 poulpes, et effectivement, quelques langoustines, belles, très peu, 50 € le kilo. Est-ce que l'on peut continuer à... Je pense qu'il y a... Je n'ai pas eu la chance de venir il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais je suis certain qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, est-ce que l'idée, c'est de se nourrir simplement de poissons d'élevage, comme nous avons oublié, parce qu'il faut toujours se rappeler que lorsque nous consommons du poisson, habituellement, enfin, en tous les cas, depuis des siècles, c'était toujours de prélever dans l'océan du gibier, des animaux sauvages. Pourrions-nous imaginer aujourd'hui que nous puissions nous servir dans la clairière, dans le bois, dans la forêt voisine, simplement, nous pourrions nous nourrir d'animaux à sang chaud. C'est aberrant. Alors la question, est-ce que l'on doit tomber dans les mêmes travers de l'élevage du poisson dans lequel nous sommes tombés dans l'élevage? D'ailleurs, ce ne sont plus des élevages de porcs et de volailles que nous avons, d'autres, en Europe, et plus particulièrement dans notre pays qui est la Bretagne. Ce sont des usines à protéines. Je ne parle même pas de maltraitance animale. Alors ce concours, il était de dire, il y a des poissons qui sont surpêchés. Mais d'ailleurs, quels sont-ils, ces poissons qui étaient surpêchés? Il y a les 2 catégories. Il y a les poissons que l'on considère comme des poissons nobles, et puis il y a les poissons, alors là, il y a une autre pêche qui est effectivement industrielle et qui est catastrophique, et qui, je veux dire, dans la sémantique, c'est assez édifiant, puisqu'on parle de bateaux minotiers. Les bateaux minotiers, c'est-à-dire que c'est pour faire de la farine de poisson, de n'importe quel poisson. Pour faire quoi? Quelle recette? Eh bien, c'est une recette, non pas que vous allez retrouver dans vos assiettes, mais c'est une recette que vous allez trouver dans des croquettes. Et des croquettes pour nourrir des poissons d'élevage. Et ces poissons d'élevage, puisqu'on sait que pour faire même le plus vilain des saumons d'élevage, il faut à minima 3, pour faire 1 kilo de ce vilain saumon, il faut 3 kilos de poissons sauvages. Et je ne parle pas pour l'engraissement des petits thons que l'on a en Méditerranée, puisque pour faire 1 kilo de thon, il n'y a pas d'élevage, mais c'est des fermes d'engraissement,
pour faire 1 kilo de thon, il faut 20 kilos de poisson sauvage. Donc, la solution n'est pas là tant que le poisson ne sera pas végétarien. Or, il n'existe que 2 types de poissons végétariens, le panga et le tilapia. Et dans l'Asie du Sud-Est, et il est vrai que ce n'est pas très, très bon. Alors, ce concours, c'est effectivement de se rappeler que ces poissons nobles, c'était quoi? Ce qui sont pêchés aujourd'hui, eh bien, ce sont des poissons qui n'avaient pas... Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont une perception organoleptique la plus intéressante au palais. C'est bon. Je vais vous en citer par rapport à la France, et plus particulièrement par la Bretagne, par la France. Le roi, c'est le turbo, et la reine, c'est la sole. Pourquoi considérons-nous que ce sont les meilleurs dans l'histoire? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans l'histoire, il n'y avait pas la chaîne de froid. Et qu'un poisson, il fallait le transporter, et il fallait le conserver. Donc, on considérait que les meilleurs poissons, ce sont les poissons qui avaient une faculté de conservation et non pas de propriétés organoleptiques, de meilleurs au goût. Alors, l'idée, c'est d'aller voir nos amis pêcheurs et de leur dire, écoutez, ces poissons-là, on va les laisser, tous les poissons qui sont surpêchés. Et là, on fait appel à des ONG, à des scientifiques qui nous rapportent et qui nous donnent l'état des stocks de ces différents poissons en fonction de ces différentes régions. Parce que, comme vous le disiez très justement, on ne peut pas parler de l'océan d'une manière globale, mais à chaque fois locale, même si on peut avoir une vision globale, on parle toujours de local. À ce moment-là, dans tel endroit, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et à partir du moment où on stoppe avec les amis pêcheurs, en relation avec les comités des pêches, bien évidemment, on se met d'accord, se dit, on arrête ce poisson. Nous, on ne va plus le mettre sur les cartes. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le thon, je pense que beaucoup ici sont témoins. Il y a maintenant 12 ans, j'ai tiré la sonnette d'alarme à Biarritz, comme quoi il fallait, à l'époque, je suis resté pendant 15 ans vice-président à l'international des relais châteaux, c'est-à-dire élu par 550 chefs dans le monde, reconnus comme étant les meilleurs chefs dans le monde, 62 nationalités, 44 000 collaborateurs. Nous avons, à l'époque, j'ai décidé pour eux, ils m'ont suivi. Mes amis japonais, j'ai eu un petit peu de mal à les convaincre. C'était terminé, le thon, on n'en mettait plus sur nos cartes. Les armateurs, en particulier de Sète, étaient extrêmement furieux contre nous, avec l'ONG Éthique Océan. Il y a 3 ans, ils sont venus à Dinard nous féliciter d'avoir tiré la sonnette d'alarme, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement sauvé la filière. Comme quoi, on peut trouver des solutions, évidemment avec les pêcheurs. On doit être en phase, parce que, comme vous le disiez aussi très justement, il y a des hommes et des femmes derrière ces bateaux, et on ne peut pas les abandonner comme ça le long du quai. Alors ensuite, nous, il paraît que nous avons un brin de talent culinaire. Ben, prouvons-le. Et on sait très bien, nous, quand on connaît un petit peu les poissons, que la meilleure des choses, ce sont les poissons qui sortent de l'eau. Alors sûrement, il faut améliorer la période entre le moment où le poisson est pêché et justement le poisson il est consommé. Ça c'est un vrai défi. Mais un poisson qui sort de l'eau et qui est parfaitement conservé, je pense au taco, je pense au chinchard, je pense au grondin, je pense à ces poissons que l'on considérait un peu... Ils sont absolument délicieux et c'est à nous de le prouver. Et pourquoi j'ai créé ce concours avec Elisabeth? Et là, je dois saluer les 2 vainqueurs. Donc, on a un jeune Portugais qui est ce jeune Portugais qui veut bien te lever. Tu as gagné hier en cuisine. Voilà. Formidable garçon. Garcia Lopez. Et puis, nous avons aussi les acteurs et actrices de salle. Je déteste les appeler les serveurs ou les serveuses ou chefs de rang, encore pire. Mais acteur, Gordane, qui est venu de Rennes et qui a, en tant que maître d'hôtel, gagné ce concours avec brio. Et je salue en même temps tous les autres et tous les professeurs qui vous accompagnaient. Parce que ça ne se fait pas tout seul et c'est une formidable organisation. À ce titre, je dois féliciter et remercier très sincèrement l'Institut Le Monde à Athènes, qui est une maison, une école d'hôtellerie et de restauration et de cuisine absolument remarquable. Je pense qu'il y a sûrement un représentant qui le fait.
Et alors, l'idée, c'est de prendre ces poissons qui sont peu nobles et tout d'un coup de les magnifier. Alors, il y a évidemment une épreuve où, tu l'expliquais très bien, Jean-Marie, où là, c'est au goût. Mais ensuite, c'est le jeune qui vient, mais pourquoi j'ai pris ce poisson? Pourquoi j'ai pris cette algue? Pourquoi j'ai pris ce crustacé? Et là, on s'aperçoit que l'on donne un sens nouveau à cette profession. Cette formidable profession, cet acte de nourrir. Cuisiner, c'est nourrir. Mais c'est quoi nourrir? C'est bien prolonger la vie de l'autre avec quoi? Avec le garde-manger dont nous disposons, en intégrant les hommes et les femmes qui façonnent ce garde-manger. Je veux penser à la terre, au monde paysan, mais également à la mer, qui est, vous rappeliez tout à l'heure, le deuxième garde-manger de l'humanité, mais surtout la première source de protéines. Il n'en existe pas d'autre à ce niveau. Alors comment, justement, le gérer et ces jeunes qui sont nés avec cette conscience écologique, qui sont nés avec cette réalité et ces urgences, ils donnent du sens à leur profession. Et parfois, et très souvent, ils repartent comme de véritables ambassadeurs auprès de leurs chefs, auprès de leurs professeurs, parce que nous, notre génération, nous ne savions pas et nous avons commis des erreurs, mais sans le savoir. Ne nous accablez pas, ne nous culpabilisez pas un peu plus, mais par contre, vous mettre le pied à l'étrier pour que vous alliez plus loin et très modestement dans ce domaine. Évidemment, il y a le réchauffement climatique, vous le disiez. Évidemment, il y a l'acidification de l'océan. Évidemment, il y a les pollutions humaines qui sont là. Et vous parlez, oh, évidemment, il y a le plastique. Évidemment, il y a ce poumon que l'on abîme, qui est ce deuxième poumon, ce régulateur également du climat extraordinaire qu'est l'océan. Mais nous, cuisinières et cuisiniers du monde, et là, je ne parle pas simplement aux personnes qui demain veulent être étoilées, je parle à chacun d'entre nous, lorsque l'on est à la maison, quel poisson choisissons-nous? Et c'est quoi un poisson durable? Je vais juste vous le rappeler, vous l'avez présenté, mais et j'en terminerai là, je dis parce que c'est tellement capital. Connaître avant tout, et là on a besoin à nouveau des scientifiques, l'état du stock. Deuxième considération, évidemment, technique de pêche. Je crois que c'est madame, vous parliez du chalut. Évidemment, cette directive européenne, elle va dans le bon sens. Elle va aller dans le bon sens. Et je dois reconnaître, moi, parce que moi, je ne représente absolument pas le président de la République, je ne représente que moi-même, je vais vous dire que l'intervention du ministre des Pêches a été beaucoup trop radicale. Si les pêcheurs sont un peu radicaux, lui, il l'a été aussi, parce qu'un peu de discernement dans tout ça. Dire, comment est-ce qu'on peut tout à fait ces aires protégées, si c'est simplement le titre et on ne fait rien, ça ne sert à rien. Par contre, dans le monde de la terre, il existe le monde de la jachère. On pourrait très bien mettre des zones, effectivement, où on peut quand même permettre une transition pour nos pêcheurs, et puis connaître avant tout, avant de dire c'est une zone protégée, connaître le fond. Parce que lorsque l'on chalute, ceux qui connaissent un peu, lorsqu'on chalute, d'abord, il y a différents types de chaluts. Il y a les dragues à praire qui feront 25 cm dans le fond, et puis il y a ce qu'on appelle les chaluts sur ballon, c'est-à-dire elles qui jump comme ça, qui sautent comme ça, et qui abîment beaucoup moins les fonds. Et puis connaître, savoir si c'est, et l'impact n'est pas du tout le même, si c'est un fond de galet, si c'est un fond de vase, si c'est un fond de sable, et si c'est un fond d'herbier. La casse n'est pas du tout la même. Mais laisser les gens, les professionnels sur le terrain gérer. La coquille Saint-Jacques, c'est une formidable nouvelle, la coquille Saint-Jacques. Il y a 35 ans, elle était perdue. Aujourd'hui, sur toutes les côtes françaises, elle est sauvée. Et on parle aujourd'hui, en octobre, de l'arrivée de la coquille Saint-Jacques, comme hier, on parlait du Beaujolais nouveau. C'est-à-dire, donc on réussit à gérer la mer avec les professionnels de la mer. Et moi, je suis convaincu que demain, effectivement, on ne pourra pas nourrir la planète avec du poisson. Ça, c'est un leurre. Demain, on ne pourra pas continuer à faire des élevages d'animaux comme on le fait actuellement. Et donc, mais c'est là où c'est formidable. C'est pas le catastrophisme, moi, mais je regarde ça mais d'un œil, mais ça me fait rigoler. Vous parlez, M. Bavard-Darvor, des tensions de l'océan. Alors, il y a la tension climatique, il y a la pollution, et puis il y a aussi les tensions diplomatiques, avec des enjeux peut-être de guerre.
On a tous froid dans le dos. Bon. Mais rappelons-nous Tordesillas. Il y avait 2 pays qui s'étaient partagés l'océan. Un, le Portugal, 2, l'Espagne. C'est pas d'hier. La guerre de la muscade, je ne vais pas vous la rappeler, c'est pas d'hier. La guerre de la morue, la guerre du sel, mais la mer a toujours été un enjeu terrible entre les hommes. Par contre, là, effectivement, il y a l'enjeu de pollution. Je ne parle pas simplement d'enjeu de pollution. Et de savoir qu'on ne peut pas penser que la mer est une éternelle poubelle, est un garde-manger inépuisable. Donc, mais ce défi, c'est-à-dire de demain sûrement de faire une cuisine, la belle, la grande cuisine, ou parlons plutôt des belles et des grandes cuisines, parce qu'il n'existe pas une cuisine meilleure qu'une autre. Il existe une cuisine bonne dans un endroit donné. La diversité des cuisines. Le patrimoine immatériel de l'humanité, ce n'est pas le mollet mexicain ou le repas à la française. On s'en fout, ça. Nous, les cuisinières et les cuisiniers du monde, on n'a pas besoin de pavillons, de drapeaux, de nationalisme ou quoi que ce soit. C'est une expression dans un endroit donné, c'est une culture d'un pays. Et il faut évidemment l'amplifier. Et la culture, avant tout, c'est la partager avec l'autre pour que l'autre s'enrichisse enrichisse sa propre culture avec celle de l'autre. Donc on n'est pas du tout dans cet univers, mais c'est le défi du végétal, des protéines végétales. C'est-à-dire qu'on en parlait hier soir avec Jean-Marie. Autrefois, alors on peut le faire pour le poisson, autrefois en France, on parle toujours du bœuf-carotte. Parlons du carotte au bœuf. C'est-à-dire, et comme dans toutes les cuisines du monde populaires, il faut toujours imaginer que la protéine est un apport, une protéine animale, à sang chaud ou à sang froid, doit être un apport, mais pas le mets principal. Alors là, il y a un champ. Alors, vous allez dire, si je parle d'épices, il va dire, il vend sa salade. Mais je veux dire que lorsque l'on fait chanter, danser les cuisines du monde avec des céréales, des légumes, des légumineuses, avec un peu de viande, avec simplement un peu de poisson, et surtout pas le poisson surpêché, on fait des choses délicieuses. Et moi, quand face à la clairvoyance de tous ces jeunes qui sont aujourd'hui, on est plus de 350, je crois, en Europe. Donc en Europe, et il faut savoir qu'on est allé déjà au Canada, et que maintenant, régulièrement, le ministère des Pêches japonais, vous imaginez, le ministère des Pêches japonais demande à ce que le concours soit présenté tous les ans. C'est un truc. Donc il se passe bien quelque chose par rapport à l'océan. Vous le rappeliez, il a fallu attendre plusieurs COP pour qu'on commence à parler de l'océan. Donc nous, les cuisinières et les cuisiniers du monde, c'est-à-dire à la maison comme au restaurant, et en particulier, je pense à tous mes amis, celles et ceux qui cuisinent, j'aime pas ce terme cuisine collective que je vais défendre à Romainville encore à la fin du mois prochain, cette cuisine de tous les jours, au quotidien, dans les écoles, dans les maternelles, dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les EHPAD, dans les prisons. C'est cette cuisine-là. Et lorsqu'on cuisine la mer, on la regarde différemment. Et je vous invite, pourtant la mer, on peut en faire une poubelle, elle peut être vide, elle peut mourir, et pourtant, c'est ça le problème. C'est qu'elle reste toujours si belle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Monsieur Jean-Marie Hoffmann, le chef de cuisine de l'ambassade de France en Grèce, qui va nous dire ce que signifie cuisiner avec des produits durables. Après tout ce qu'a dit Monsieur Rollinger, oui, relever ce pari est un peu difficile, je suis d'accord. Je vais parler en tant que modeste chef. Donc voilà, je vais parler en tant que cuisinier et donc cuisinier à l'ambassade. Ça fait 20 ans maintenant que je suis en poste et on a vu vraiment
en faisant les achats de poissons, on a vu la différence qu'il y a eu dans ces 20 dernières années. Et le fait d'avoir participé et d'avoir participé au concours m'a permis d'apprendre et de voir avec les scientifiques les problèmes qu'il y a, et surtout dans la Méditerranée. Une Méditerranée qui est surexploitée. Euh, tous les poissons qui ont été scientifiquement recherchés sont tous surexploités. Donc, avec des solutions qui sont très compliquées pour nous à l'ambassade, pour trouver des matières premières, pouvoir travailler, toujours mettre en valeur le savoir-faire qu'on a et pouvoir donner l'excellence qu'on se doit. Donc, voilà, je voulais juste rebondir par rapport à ça en disant que par rapport au concours, on a des jeunes. euh, on voit tous ces jeunes qui nous, à l'époque, on n'en parlait pas, hein, peut-être encore moins à la vôtre, mais c'est vrai que nous, on n'en parlait pas à l'école, on n'en parlait pas entre chefs, on n'a jamais appris ça. Et maintenant, le fait qu'il y ait une telle urgence, et surtout dans la Méditerranée, c'est vrai que le fait d'avoir ces jeunes présents, je pense que c'est la cuisine de demain. Et pour en revenir peut-être un peu plus à la Grèce, c'est que je pense qu'on est vraiment dans un pays où la mer est présente. Et quand on a parlé du concours, c'est vrai que j'avais vraiment voulu qu'il soit présent ici. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut absolument sensibiliser tous ces jeunes. Et on a vraiment, nous, en tant que cuisiniers, un effort à faire euh, pour préserver et se rendre compte de cette urgence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Monsieur Lefteris Sarapakis, le dernier intervenant, qui a fait beaucoup de travail sur le terrain, je dirais, si j'ose m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en fait? Je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis particulièrement honorée d'être avec des personnes comme vous. Et je vous remercie très sincèrement. Vous avez vu notre histoire, mais la vérité, c'est que je n'imaginais jamais que nous allions faire quelque chose qui a rapport avec la durabilité, qu'on allait enlever du plastique de la mer. Mais quand j'ai vu les pêcheurs enlever tout ce plastique de la mer, j'ai vraiment pris conscience de ce problème et de son impact. Et c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Le changement climatique, certes, a un impact sur la planète, sur la mer, mais la planète continuera d'exister avec le changement climatique. Les mers continueront d'exister avec le plastique dedans, et comme les poissons aussi continueront d'exister. Il y en aura peut-être moins, mais ils continueront d'exister, tout comme d'autres organismes qui continueront d'exister lorsque la température montera. Mais nous, les hommes, on n'existera pas. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le changement climatique a un impact sur nous, sur notre mode de vie, sur la façon dont nous vivons. Et je pense que nous devons vraiment faire quelque chose pour cela. Et souvent, je crois qu'on peut trouver des solutions gagnant-gagnant, des solutions à travers lesquelles les communautés de personnes et la nature peuvent coexister de manière harmonieuse. Dans notre cas, par exemple, nous créons des actions via lesquelles nous collectons des quantités très grandes de plastique dans les mers. Et en fait, à l'heure actuelle, nous avons une très grande action de nettoyage, donc en Europe et à l'ouest de l'Afrique, des actions qui visent à réduire le plastique, qui visent aussi à augmenter les revenus des pêcheurs et qui produit des solutions pour l'économie cyclique et l'économie circulaire, pardon. Nous éduquons aussi les pêcheurs, nous les formons
et par le biais du tourisme pour que ces pêcheurs puissent avoir plus de revenus. Donc, c'est une solution gagnante qui permet de créer des revenus et de protéger l'environnement. Je pense que ce modèle doit être appliqué dans chaque catégorie, dans chaque domaine. Donc, un, on doit penser win-win, gagnant-gagnant. Deux, on doit entreprendre des actions. Et je pense que il faut commencer par quelque chose de petit. Et si ce petit a un sens, alors il s'étendra au niveau mondial. Je vais vous donner un exemple d'un port dans le nord de la Grèce où je parlais avec les pêcheurs là-bas. Il y avait plus de 200 pêcheurs sur ce port et je suis restée 2 semaines. Je parlais donc avec tous ces pêcheurs qui me disaient que d'accord, l'action est bonne. Moi, je vais ramasser du plastique, mais le reste, ils vont pas ramasser de plastique parce qu'ils se fichent de l'environnement. Et je leur disais, OK, concentre-toi, toi, à retirer le plastique de la mer et moi, je vais parler aux autres. Et en fait, je faisais cette même discussion 200 fois, cette même discussion au bout de 2 semaines. Et après la saison, tout le monde, tous les pêcheurs ont ramené des plastiques. Les 200, oui, les 200 ont ramené du plastique. Et la société de recyclage ne pensait pas qu'on allait ramener tous ces plastiques. Ils nous ont emmené une benne bleue. Ils pensaient qu'on n'allait pas le remplir en une année. En fait, en une soirée, on a rempli cette benne bleue. Et en fait, les pêcheurs étaient interloqués. Ils se disaient, c'est nous qui avons fait tout ça. Et non seulement les pêcheurs enlèvent ces plastiques, mais ils sont influenceurs. Et d'autres communautés ont rejoint cette action. On a aujourd'hui plus de 2000 personnes, donc en 3 ans. Voilà, donc il faut commencer localement. Et si cette chose donne un sens, elle sera étendue dans d'autres domaines. Et un autre point que j'aimerais évoquer, c'est que chacun de nous a un cercle d'influence, une communauté, et ma communauté à moi concernait la pêche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire quelque chose qui concernait la pêche, ce secteur. Et si moi, qui suis une personne qui provient d'une famille de pêcheurs, sans background universitaire spécialement, si moi je peux convaincre 2000 pêcheurs dans la Méditerranée à changer de comportement et à enlever le plastique dans la mer, alors je pense que chacun de nous pourra influencer sa propre communauté, que ce soit des étudiants, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des chefs, que ces personnes puissent changer de comportement et commencer à adopter des pensées gagnant-gagnant entre donc la communauté des hommes, les personnes et la nature, l'environnement. Je vous remercie. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και C'est nous qui vous remercions et nous vous remercions également pour toutes vos actions, tout ce que vous avez mis en œuvre parce que aller parler à 200 pêcheurs, on peut entendre cela comme une petite histoire rigolote, mais c'est quand même difficile. J'aimerais maintenant poser la question à Monsieur Rollinger et lui demander est-ce que c'est facile? Voilà, les pêcheurs ont été convaincus, peut-être pas tous les pêcheurs. Et je dois dire aussi qu'il est peut-être plus facile de convaincre les petits pêcheurs, les pêcheurs littoraux, en fait, qui, dans leur quotidien, voient bien qu'il y a un problème. Alors que les plus gros pêcheurs, je pense qu'il est plus difficile de les convaincre. Mais c'est peut-être une question de politique. Les chefs, on peut les convaincre facilement? Les chefs de la haute gastronomie, donc. La différence entre La différence entre les pêcheurs et les chefs, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, avant tout, les uns les autres, et nous tous, c'est toujours difficile de bousculer les habitudes. Et puis, parfois, on s'enferme dans des certitudes. Et puis, parfois, on se radicalise avec des petites tribus. Et puis, on campe sur des positions et on ne veut pas les bouger. Je pense que c'est ça avant tout le danger. Et ce n'est pas particulier aux chefs, aux pêcheurs et aux cuisiniers. Mais plus concrètement, les cuisiniers... Alors, moi, j'ai été... je les ai abordés de cette manière-là. Ils ont tous voulu, je parle parce que c'était au départ ma communauté de chefs 2 et 3 étoiles dans le monde. Là, alors je peux vous dire que là, il existe des égos.
monstrueux, hein. C'est des rockstars incroyables. Et puis, alors, ils ont voulu avoir le meilleur volailler, le meilleur agneau, la plus belle asperge, bio, des légumes bio, des miels qui venaient de leur, juste de leur région. Ils ont voulu même aller jusqu'à avoir leur potager bio. Alors là, tous ces produits-là, ils étaient très pointus. Mais alors la mer, lorsqu'on s'éloigne de 10, 50, 100, 200 kilomètres de la côte, la mer, alors les produits, pourtant c'était plus de la moitié des cartes. Des coquilles Saint-Jacques, des bars, des sols, du turbo, tous les produits de la mer. Alors là, il y avait que on posait simplement 2 questions. On veut du poisson, il est frais, il a été pêché quand et quel est le prix? État du stock, on s'en fiche. Technique de pêche, on s'en fiche. Taille minimum pour que le poisson ait pu se reproduire, on s'en fiche. Voilà. Alors je lui ai dit, attendez, il faut être sérieux, les gars. Et les filles, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, heureusement, en cuisine. Eh bien, je leur dis, ça, c'est pas possible. Ce garde-manger, il n'est pas. Il faut s'en occuper. Et grâce, alors, au concours, mais grâce aussi à plusieurs chefs dans le monde, je pense à Namae au Japon, ce restaurant effervescence, je pense à des garçons comme Christopher Coutenceau, qui est très proche de Bloom d'ailleurs. Je pense enfin, énormément de cuisiniers, en particulier évidemment les cuisiniers de la mer, se sont mobilisés. Eh bien aujourd'hui, vous allez en France, par exemple, en Alsace, vous allez dans tous les restaurants étoilés en Alsace, plus personne ne fait de produits de la mer. On fait des produits, marqués, ils vont bientôt le vider, des produits du lac Léman. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais néanmoins, tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. Et que l'on pouvait aussi mettre du maquereau sur sa carte. Ah, vous allez me dire, ah oui, mais attention, parce que ça y est, le maquereau commence à être un peu en danger. Mais oui, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on peut mesurer à quel moment on est en danger. Mais à chaque fois, c'est à nous de nous adapter. Et peut-être qu'un jour, effectivement, les pêcheurs ne feront plus que de la pêche à l'hameçon, et non plus au filet, et non plus au chalut. Il faudra probablement payer beaucoup plus cher le poisson. Il faudra probablement, pour nous tous au quotidien, trouver d'autres sources de protéines que cet animal sauvage qu'est le poisson. C'est une réalité. Par contre, il y a aussi des solutions. Regardez ce qu'est la conchyliculture. La conchyliculture. Évidemment, on connaît, nous, en France, les huîtres. J'ai vu qu'elles se développaient de plus en plus en Grèce. On a dégusté d'ailleurs hier des huîtres excellentes, de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs en Grèce. Mais l'huître, à partir du moment où, évidemment, il n'y a pas une concentration trop importante dans une baie, dans un estuaire, c'est du plancton, ça filtre. En plus, c'est un baromètre, un thermomètre de savoir si l'eau est polluée ou pas. Les moules, les clams, mais demain les coquilles Saint-Jacques, et puis ce formidable aussi jardin qu'est le jardin marin des algues. Donc, il y a des solutions et on les trouve avec les pêcheurs. Et de toute façon, les pêcheurs, ils sont bien conscients que dans 5 ans, il n'y en aura plus. Donc, on les trouve, ces solutions. Et puis ensuite, oui, il y a tous les jeunes pêcheurs, et puis il y a 2 mondes dans la pêche. Il y a la pêche industrielle, et puis il y a la pêche côtière. Et je pense que nos amis pêcheurs des côtes, face aux aires marines protégées, ont été furieux. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur la Manche, là, je rentre un peu dans le technique de la France, mais enfin, sur la Manche, il y a eu le Brexit, avec les accords de Jersey qui n'ont pas été respectés. Et ensuite, on leur a dit, bien, à la place, vous n'avez plus le droit de chaluter. Par contre, à ces endroits, dans ces AMAP, on va juste y installer des éoliennes. Donc, évidemment, ça pose un petit problème. Donc, pour vous dire que c'est en route. La vague est partie. Et elle est pleine d'espoir, et en particulier avec cette jeunesse qui fait preuve de maturité, de clairvoyance à chaque instant. Nous, on a créé un mouvement qui est européen, qui devient international, avec toutes ces cuisinières et ces cuisiniers. Et la défense du garde-manger de l'océan est en route, en collaboration avec les pêcheurs.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais maintenant vous poser une question, chef. Est-il facile pour votre cuisine de trouver les poissons qui, Ψάρια τα οποία έχουν υπεραλλιευθεί. des poissons donc qui ne soient pas l'objet d'une surpêche? Qui peuvent nous donner ces informations-là. Et entre autres, Éthique-Océan. Όχι, λέω οι ψαράδες, από εκεί που Non, de là où vous vous provisionnez en poisson, par exemple, est-ce qu'il est facile de leur dire que je ne veux pas de ce poisson qui semble être un bon poisson? Les espèces Bien qui sûr. sont menacées et celles qui ne le sont pas. Donc, ça, on réussit à l'avoir via les scientifiques, on peut l'avoir maintenant sur Internet, on peut réussir à trouver, en cherchant, on réussit à avoir, le guide des espèces que fait notamment Éthique-Océan, qui est mise à jour tous les ans. Donc, la première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est vraiment d'aller travailler avec un pêcheur, être en confiance avec lui et choisir ses poissons. Et c'est pas seulement si moi je demande un poisson, c'est si on demande tous différents poissons qu'on va changer. Donc, c'est là où est le mystère de tout ça. Il faut que tous les chefs s'informent des poissons, surpêchés ou non. Et à ce moment-là, c'est là où on verra une différence. On n'est qu'une goutte, hein, comme disait tout à l'heure Olivier Rollinger, on n'est qu'une goutte, mais au fur et à mesure, je pense que on réussira à faire quelque chose. Si je puis me permettre, c'est qu'on réussira. Et là, je fais encore appel à tous mes jeunes. Ce n'est pas simplement les cuisiniers. C'est toutes ces jeunes femmes et ces jeunes garçons qui sont en salle, qui doivent justement apporter cette pédagogie, parce que convaincre le pêcheur, c'est une chose, mais convaincre la personne qui vient s'asseoir à la table du restaurant, donc on ne va pas lui servir le poisson habituel et qui considère comme le poisson οπωσδήποτε, de qualité ειδικά et de luxe, alors là, il faut un peu de pédagogie. Et aujourd'hui, il existe en tous les cas toute une nouvelle génération qui est extraordinairement réceptive. Et ceux qui vont continuer à servir des poissons qui sont surexploités vont passer pour de sacrés vieux ringards, je peux vous l'assurer. Et ceux-là, ils ne vont pas faire la une, parce que des guides gastronomiques de demain. Regardez même ce guide Michelin. Bon, alors, vous allez dire, il est français. Oui, il est français, mais il est quand même international. Aujourd'hui, et quel pays aujourd'hui refuse d'avoir le guide Michelin chez soi? Personne. Personne. Et ce guide Michelin a même été jusqu'à créer l'étoile verte. Ça veut bien dire quelque chose quand même. Et pourtant, au départ, on pouvait penser que c'était des gens extrêmement conservateurs. Donc, tout le monde l'a bien compris dans ce sens-là. Donc, effectivement, c'est en route. La vague est partie. Et c'est du bonheur. Ce n'est pas le vieux monde qui tarde à disparaître. C'est ce nouveau monde que vous allez créer qui est passionnant. Ce n'est pas la fin d'un monde, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une renaissance. Et la notion du collectif pour changer justement ses habitudes, de respirer, de s'hydrater, de bouger, de se déplacer, d'habiter. Mais c'est formidable. Vous savez pourquoi c'est formidable? Beaucoup d'entre nous, on a perdu la dimension spirituelle. On a perdu la dimension politique. Mais ça, c'est de la vraie politique. Parce que quand on tire sur la clé de voûte qui est l'alimentation, on déroule toute l'humanité. Et c'est la belle histoire de l'humanité, l'histoire de l'alimentation et des cuisines du monde. Donc je vous invite à regarder cette époque charnière qui pour moi est passionnante, et j'aimerais avoir leur âge 20 ans pour écrire cette cuisine qui va être merveilleuse. Νομίζω ότι είστε... Je crois que vous avez 20 ans. Vraiment. Je crois que vous avez 20 ans. Nous allons maintenant terminer avec Monsieur Alapa, si vous pouvez nous dire dans quel pays votre action sera étendue et quand est-ce que cela commencera. Je crois qu'après l'intervention de Monsieur Rollinger, je ne voudrais pas conclure. Oui, c'est vrai qu'il a placé haut la barre, hein, Monsieur
Rollinger. Oui. Pour moi, le plus important est de voir que de plus en plus de communautés de pêcheurs veulent changer leurs habitudes et il est positif de voir que ces communautés de pêcheurs viennent nous voir, des communautés de pêcheurs d'autres pays comme l'Italie, par exemple. Et la semaine passée, nous étions en Espagne, en Andalousie, dans la partie sud, en Égypte aussi et au Kenya. Et le plus important, comme l'a dit Monsieur Rollinger, c'est que nous devons tous changer nos habitudes, nous devons tous changer nos actions quotidiennes et notamment en Méditerranée, nous avons besoin d'une renaissance bleue, si vous me permettez l'expression. Et changer nos habitudes, ce n'est pas forcément mal parce que changer certaines choses que l'on fait au quotidien, comme par exemple marcher ou prendre le vélo au lieu de prendre la voiture, là, on préfère le poisson local plutôt que le poisson industriel. Donc, ce n'est pas désagréable. Ce sont des processus peut-être agréables. Et j'aimerais dire donc que je suis optimiste. Pour ce qui est de la pollution plastique, je suis assez optimiste parce qu'à l'heure actuelle, à la fin du mois de mai, un nouveau traité pour la pollution plastique sera signé à Paris et qui sera mis en œuvre en 2024. Et donc, on espère que cette pollution plastique sera reléguée au passé, comme la couche d'ozone. Et j'estime que, oui, je suis optimiste. Nous pouvons changer les choses et nous pouvons trouver des nouveaux moyens pour vivre en harmonie avec la nature et notre société. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Alapaki. Je vous remercie, vous tous, pour vos interventions et moi, personnellement, parce que je sors d'ici optimiste et dans mon métier, ce n'est pas très habituel de quitter une salle et d'être optimiste. Et je vous remercie maintenant beaucoup. Nous allons maintenant passer à une pause d'une demi-heure et revenir pour la prochaine thématique. Oui, on m'a donné un petit papier. Voilà, je suis des instructions. On m'a dit que malheureusement, on n'a pas vraiment le temps pour la séance de questions-réponses, malheureusement. Excusez-nous, on n'a pas de temps pour des questions, on a pris un peu de retard. On a une petite pause qui vous permettra de déguster des quiches, notamment préparées par les équipes de Jean-Marie Hoffman et d'autres éléments, d'autres mets. Il faudrait on devait reprendre dans un quart d'heure, c'est un peu court, un quart d'heure pour se restaurer. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de revenir à 9h30, être là à 9h30 pour la reprise. Et je vous conseille de garder vos écouteurs parce que vous avez laissé vos cartes d'identité. Vous ne pourrez pas la récupérer si vous ne rendez pas l'écouteur. Et si vous les laissez traîner, peut-être que vous ne le retrouverez pas. Voilà.